vous pourriez vous présenter comment tu t'es mis au hand, comment tu t'es mis au foot, comment ça a commencé pour vous? Ok, ça commence. Je vais dire Shifumi. Ça sera pour mon bonus, ça c'est parfait. Je commence à chaque fois. Ok, tu commences. Ou tu veux commencer? Non, on va faire un Shifumi. Shifumi. Ah, tu fais comme ça toi? Bah non, moi je fais Shifumi. Ah ok, on n'est même pas d'accord. Ok. Shifumi. Shifumi. Bah c'est fini. Alors c'est toi qui commences. Alors moi, c'est Julie Gazet. Comment j'ai fait du handball? Pourquoi? Parce que tout simplement, ma famille était un peu dans le handball. Mon père faisait du rugby, ma mère du handball. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester plein de sports. On ne m'a pas dit tu vas faire du hand ou du rugby. Et puis j'ai suivi mon frère, parce que j'ai un peu suivi mon frère dans les sports qu'il a fait. Il a fait du judo, j'ai fait du judo. Bon voilà. Et j'ai pris ma première licence à Oloron. Donc, et puis de fil en aiguille, j'ai continué. Et, j'ai suivi un cursus de sportif normal, on va dire. Je passais par le pôle, ensuite centre de formation et voilà. Ok, donc à l'époque où tu as commencé, il y avait déjà les pôles, les centres de formation, parce que ça met plus de temps à se mettre en place dans le foot. Et du coup, tu es de Bordeaux à la base ou pas du tout? Non, de Oloron-Sainte-Marie. D'accord, ok. Ok, parce que j'allais dire, c'est très terre de rugby aussi, oui, donc tu aurais pu te retrouver au rugby finalement aussi. Oui. Ok, et toi du coup, Claire? Alors moi, c'est Claire Lavogé, je suis footballeuse. Et moi, j'ai commencé à 6 ans. C'est très très compliqué à l'époque, c'était dans les années, c'était en 2000 en fait. Donc c'était compliqué d'être une fille et de jouer au foot, quoi. Donc j'ai commencé en 2000 avec des garçons en mixité pendant 10 ans. Compliqué, j'avais des copines en fait qui voulaient faire du foot aussi, mais si tu n'étais pas meilleur que le garçon, bah, tu ne jouais pas et c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est cool parce que maintenant les gamines ont la chance de pouvoir jouer entre elles et il y a même des vrais championnats pour elles, donc c'est cool. Il y a des centres de formation qui se mettent en place, donc c'est beaucoup mieux. Il y a une vraie. Et du coup, toi, tu viens du Nord, c'est ça? Ouais, moi je viens de Calais. Donc j'ai quitté la région du Nord-Pas-de-Calais très tôt quand même parce que je suis partie en centre de formation à Clairefontaine à 15 ans jusqu'à 18 et après je suis partie sur Montpellier. Bref, j'ai changé de club après, donc voilà. Mais très fière de ma région, ouais. Tu vas pouvoir nous parler en ch'ti après. Et ouais, du coup, j'allais dire par rapport au foot, autour de où tu habitais, il n'y avait pas d'équipe féminine du coup? Ou c'est toi qui as eu le choix de... Ah ouais, d'accord. Ou non, alors j'ai une famille qui n'est pas du tout sportive. On part quand même sur des personnes qui n'aiment pas trop le sport. Et non, mon père a joué jeune, ma mère aussi était plutôt sportive jeune. Mais en gros, je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait du foot, c'était comme ça. J'ai essayé de faire d'autres sports avant. Donc j'ai fait du judo, du tennis, machin, j'ai essayé un peu tout, mais bon, j'avais 4 ans, quoi, 4, 5 ans. Bah, t'as choisi le bon. Hein. Et en fait, c'est un truc de fou parce qu'en gros, je faisais du tennis et à l'échauffement, on faisait du foot en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Et en gros, le prof de tennis a dit à ma mère, mais il y a un gros problème. Votre fille se débrouille mieux avec ses pieds qu'avec ses... Tu jouais au tennis avec les pieds, c'est ça? En gros, je voulais taper, je voulais prendre le ballon, et la balle et voilà, jouer au foot, donc c'était assez drôle. Et ensuite, en gros, ma mère ne voulait pas trop, enfin mes parents ne voulaient pas trop au début parce que j'allais être la seule fille avec des garçons. Et du coup, mon oncle, un jour, dans une communion, je me rappelle, je jouais et puis il a dit « mais c'est quand même bizarre que Claire adore ça, quoi ». Je quittais la communion pour aller jouer. Tu prenais tout le temps ton ballon, quoi. Voilà, j'avais toujours mon ballon, j'étais toujours pleine de boue, c'était une catastrophe, quoi. Mais du coup, voilà, et j'ai commencé à 6 ans et mes parents un jour m'ont inscrite et voilà. Et du coup, en fait, quand tu as commencé à jouer avec les garçons, tu avais quand même un bon niveau pour te faire accepter ou comment ça s'est passé? Bah, en fait, je pense, oui. Après, je sais plus, enfin, je suis pas capable de le dire, mais je le pense quand j'entends mes coachs et mes anciens coachs et mes parents. Enfin, au début, mes parents, ils étaient pas trop pour, ils étaient un peu en mode... avec des garçons, tu peux te faire malmener, machin. Et en fait, ça te forge un caractère. Et après, je pense que j'avais déjà un caractère. Enfin, j'ai une maman caractérielle. Il en faut. Et voilà. Et je pense qu'en fait, si t'as pas de caractère, tu peux pas réussir dans ce monde. Et surtout quand tu es jeune, parce que tu peux facilement abandonner, en fait. T'as que des garçons. J'ai une copine à moi qui était peut-être un peu moins bonne.
Et du coup, elle a... Enfin, ça a été compliqué pour elle, tu vois. Quand on est jeune, entre nous, on est un peu plus méchant. Bah ouais, c'est ça. Et puis et les garçons, c'était moi je joue pas avec la fille, machin. Et tu vois, moi, à la différence, c'était moi je prends Claire. Mais au début, pas trop. Et en fait, une fois qu'ils te voient jouer, machin, ils disent ah bah je me mets avec Claire. Mais alors qu'au début, pas du tout, parce que j'étais une fille, tu vois. Donc c'était ouais non. Je pense qu'il faut avoir un niveau pour. Et je pense d'ailleurs que toutes les filles qui aujourd'hui sont professionnelles, je pense que c'est ce qui est arrivé aussi pour elles. Il y a longtemps, j'avais fait mon mémoire, c'était en 2012-2013, à l'époque où j'étais en stage au Girondin, j'avais fait mon mémoire sur le développement du foot féminin. Et en fait, j'avais regardé, tu sais, sur les fiches de l'équipe de France, les joueuses, quel était leur premier club. Et en fait, c'était marqué si c'était un club féminin ou équipe féminine ou quoi. Et en fait, 90% des joueuses avaient commencé dans les équipes masculines. Et en fait, je pense que tu connais Pierrot Labatte. Ouais, je l'avais interviewé à l'époque. Et en fait, on en avait discuté de ça. C'est qu'au final, quand tu commences avec les garçons, enfin moi, je sais que j'ai commencé dans une équipe féminine, mais je joue au foot avec les garçons à l'école. Et au final, tu es obligé au début d'être persévérant et de prouver, parce qu'en fait, ils ne veulent pas te donner le ballon. Du coup, tu es obligé d'aller le chercher toi-même, même dans ta propre équipe. Et je pense que c'est ce que tu disais, ça te forge un mental, quoi. Et toi, quand tu étais petite au handball, il y avait des équipes féminines? Oui, quand même. Après, au tout début, c'était quand tu joues avec les plus jeunes, tu as des équipes où c'est mixte. Tu joues avec les garçons, et effectivement, c'est le même style que tu disais. Mais sinon, non, c'est équipe féminine. Mais moi, quand j'ai commencé à l'école de hand. Et si tu vas à l'école de hand, tu joues pas sur les grands terrains, tu joues dans la largeur du terrain. Okay. Et j'ai pas aimé. D'accord. Moi, je voulais jouer comme les grands, en fait. Bah et du coup, j'ai arrêté et j'ai repris. Je crois que c'était en moins de 11. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai continué et c'est là où je me suis éclatée, quoi. Et du coup, c'était équipe féminine ou c'était équipe mixte? Non, féminine. D'accord, ok. Ouais, parce que du coup, le handball, c'est quand même c'est pas considéré comme un sport de garçon ou de fille, c'est quand même un sport assez mixte. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve que c'est mixte quand même. Mais au début, les garçons sont mis plus en valeur que... c'est toujours un peu la même chose en soi. Mais je trouve que ça a pris beaucoup d'importance maintenant, le sport féminin dans le handball. Ça a vachement grandi, ça a évolué. Donc, j'ai pas trop senti, en tout cas, cette différence entre les hommes et les garçons. Entre les garçons et les filles. Ok. Et au niveau de ton parcours, comment tu t'es retrouvée du coup à jouer à Bordeaux, à Mérignac? Ça a été, j'ai joué dans plusieurs clubs, mais moi j'ai tout simplement suivi. J'ai même pas cherché à savoir si je voulais faire du handball en vrai. C'est juste que j'aimais ça. J'ai été repérée par des entraîneurs. On m'a demandé si je voulais rentrer au pôle de Talence, donc passer par un concours. Ça a été un peu une étape pour moi parce que je suis partie à 14 ans. Et quand on vient d'un village et qu'on va dans une ville comme Bordeaux, à 14 ans, c'est waouh. Enfin voilà. Mais je regrette rien parce que ça a été mes meilleures années. Et puis ensuite, je suis partie à Bègles, en D1, centre de formation. Et puis je suis partie au Havre à 23 ans. Donc je suis restée 3 ans au Havre. J'ai fait quoi? J'ai fait 3 ans à Besançon, 2 ans à Dijon et je suis arrivée à Mérignac parce que je voulais un peu rentrer chez moi aussi. Ça a été beaucoup de sacrifices, pardon. Et puis tout simplement, j'avais envie de stabilité, entre guillemets, de rentrer chez moi, de ne pas me taper 14 heures de route pour rentrer chez moi. Voilà, donc là, je suis à 2h30, donc je suis contente. Et Claire, toi, quand tu es arrivée à Clairefontaine, comment ça s'est passé? Parce que tu disais que tu avais 14-15 ans. 15 ans, ouais. Bah, ça, c'est pareil. Alors, j'avais en gros, on fait la Coupe nationale, donc la coupe avec toutes les régions. Et là, il y a des recruteurs qui sont là pour voir qui... Ouais, mais c'est pareil. Voilà. Et du coup, ils en prenaient, je crois, ils prenaient 50 filles sur toute la Coupe nationale pour faire les tests à Clairefontaine. Et il y avait aussi le pôle de Liévin dans le nord et le pôle à l'époque de Rennes, je crois. Donc il y avait 2 pôles. Il y avait le pôle de Liévin, le pôle de Rennes et le pôle de Clairefontaine qui s'appelait le pôle France. Donc le pôle France, c'était vraiment les meilleurs de France. Ouais. Et ensuite, si tu n'étais pas prise dans ces pôles-là, tu pouvais être parisienne ou être de Bordeaux et aller au pôle de Liévin.
Ouais. tu vois. Mais c'était un peu des pôles de substitution, Ouais. tu vois. Tu avais le pôle de Clairefontaine et ensuite le pôle de Rennes. Oui, tout était concentré dans le nord en plus. Il n'y avait Ouais, pas c'est d'autres ça. pôles. Non, mais aujourd'hui, maintenant, il y en a beaucoup plus. Puis avec la professionnalisation. Il y en a énormément maintenant. Et donc, du coup, je suis allée à Clairefontaine à 15 ans. Pareil, ça a été hyper compliqué. Moi je suis très très proche de ma famille, et, ça a été hyper difficile. J'ai voulu abandonner plus d'une fois quand je suis allée à Clairefontaine. Surtout quand je suis arrivée à la gare du Nord. Ouf, moi je viens de Calais. Enfin, c'est pas non plus un village, tu vois, mais c'est pas. Ouais, c'est quand même. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, d'accord, ça va être ma nouvelle vie, quoi. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup pleuré, ça a été compliqué, beaucoup de sacrifices. Je rejoins Julie là-dessus, c'est qu'en fait, on fait énormément de sacrifices pour notre passion, en fait. Et par moments, j'ai pu être déçue un peu de la tournure que ça avait un peu pris, tu vois, dans ma carrière, en me disant, ah ouais, j'ai fait quand même des sacrifices de fou. J'ai pas vu ma famille, j'ai loupé plein d'anniversaires, plein de mariages, plein de communions. J'étais pas là en fait, des naissances, enfin plein de choses. Et tu loupes tellement de choses que tu te dis, mais en fait, heureusement qu'on est passionné, quoi, tu vois. Et au niveau de la professionnalisation, à quel moment vous vous êtes dit, je peux devenir professionnel, ou à quel moment vous avez vu qu'il y avait un tournant, que ça pouvait bouger? Parce que toi, quand tu as commencé, à l'époque, le foot, c'était pas professionnel. Et toi, au niveau du handball, j'imagine que c'était pas aussi professionnel qu'actuellement. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai la chance d'avoir déjà, entre guillemets, 35 ans pour avoir vécu en 10 ans l'évolution dans le hand. C'est vrai qu'au début, c'était pas trop médiatisé, c'était pas... on avait nos premiers contrats pro, mais maintenant, ça a énormément évolué. Après, je me suis pas dit... je n'ai pas vu venir la chose arriver. En gros, je me suis... C'était au fur et à mesure, en fait, ouais, au fur et à mesure, ça avançait. Et puis c'était ma passion, donc je faisais du hand. Et puis je me suis dit, ah bah oui, ça peut devenir mon métier. Mais parce que les contrats étaient déjà faits comme ça. On avait notre contrat pro plus notre appartement, c'était notre contrat. Et effectivement, on peut en vivre. Maintenant, aujourd'hui, ça a vachement évolué. Le salaire a évolué. Quand on sort de centre de formation, on peut déjà avoir un contrat pro où le SMIC a déjà évolué. Et c'est surtout la médiatisation. Les médias, avant, c'était pas du tout diffusé. On est passé ensuite par beIN. Maintenant, on passe sur Sport en France, donc tout le monde peut nous voir. Il y a eu aussi la convention Diane. C'est la première convention dans un sport collectif féminin où on a devenu à égalité avec les hommes, notamment sur la maternité, sur les salaires. Sur les congés également. Donc ça, c'est des règles qui ont été mises en place pour qu'on soit à égalité avec les hommes. Et du coup, à l'heure actuelle, en D1, est-ce que toutes les équipes, les joueuses ont un statut parce que du coup, c'est vrai que c'est très différent, même si ça va bouger avec la D1 féminine, puisque toutes les joueuses n'ont pas le statut professionnel. Et la plupart, à part les grosses équipes, la plupart travaillent à côté. Est-ce que vous, toutes les équipes, les joueuses ont un statut professionnel ou... Oui. Ouais. Oui, c'est notre métier. Et après, il y a les jeunes qui elles, font handball et puis les cours. Donc, et puis, c'est très bien, centre de formation, hein, c'est très bien fait parce que c'est des horaires un peu aménagés. Donc voilà. Mais non, tout le monde est pro. Okay. Il n'y a pas de... En tout cas, et là aussi, il y a une avancée, c'est que... il y a la D1 féminine, donc la Ligue Butagaz, Énergie, et maintenant il y a la D2, Division 2, qui est devenue professionnelle. Donc maintenant, là aussi, chez les joueuses qui jouent en Division 2, elles ont des contrats pro. Et il y en a aussi qui peuvent, pas beaucoup, mais travailler à côté. Et en termes de communication aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est assez intéressant. Et je pense que le foot a quand même de quoi prendre exemple aussi, parce que ouais, toi tu vas pouvoir nous en parler. Il y a pas mal de retard en France. Alors là, il y a eu des annonces pour la professionnalisation de la Ligue, mais c'est vrai que souvent quand j'en parle, les gens ils pensent qu'en D1 féminine, les joueuses sont professionnelles, alors que c'est un statut fédéral, c'est ça? Ouais, c'est des contrats fédéraux. Là, ça va sûrement changer, là, c'est de ce que j'ai vu, mais ça a toujours été des contrats fédéraux. On n'est pas du tout considérés comme professionnels. Ouais. On est géré par la Fédé, nous. C'est comme la nationale, la 3e division des garçons.
Donc nous, on est géré par la Fédé et on a des salaires, tu vois, mais c'est pas reconnu professionnel, quoi. Ouais. Après, ça, en soi, c'est juste un nom, tu vois, mais c'est vrai que je vois pas pourquoi un garçon pourrait être professionnel et pas, oui. avoir Moi, un je suis compte d'accord, et pas une fille. oui. Mais surtout pour homogénéiser aussi la Complètement. ligue. Enfin, si tu as 3 équipes où les joueuses sont. Alors, elles n'ont pas le statut professionnel, mais elles peuvent se consacrer au foot. Et toutes les autres équipes, elles travaillent, elles font des études à côté. Tu peux pas tout faire en même temps. Bien sûr, parce qu'il y a des équipes encore à l'heure actuelle en France où je sais même pas si c'est des contrats fédéraux. Ça peut être délicat par moment. Et il y a des filles. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça va mieux parce que les contrats sont quand même beaucoup plus conséquents. Mais avant, il y en a certaines, elles devaient aller travailler, machin, c'était pas évident. Et puis, du coup, tu t'entraînes le soir parce que certaines filles travaillent. Ça a quand même bien évolué. Aujourd'hui, la plupart des équipes en France, entraînement tous les matins, c'est quand même beaucoup plus pro. Mais ça l'est pas vraiment sur le papier. Ouais, quoi. mais pour progresser, c'est sûr que c'est hyper important parce que du coup, c'est vrai que des fois, tu as des critiques en disant oui, mais le niveau, il ne s'élève pas forcément assez vite. Mais en même temps, c'est normal. Et puis même les meilleures équipes, elles ont besoin d'affronter des bonnes équipes pour s'améliorer, quoi. Et du coup, ça a été un gros problème et ça l'est encore. Mais le foot féminin a mis du temps à se développer. Mais bon, c'est vrai que quand on voit, par rapport à quand j'ai commencé et aujourd'hui, oui, ça a quand même beaucoup évolué. Oui, on en entend. On entend quand même pas mal parler, c'est médiatisé, même si mais on veut marche. toujours plus. Mais oui, en même temps, les garçons, c'est tellement quelque chose, c'est tellement un sport populaire que c'est compliqué aussi de... Et puis il y a l'histoire aussi derrière. Voilà. Mais complètement, ça reste quand même... Entre la femme et les hommes. C'est à l'image de la société, en fait, aussi. C'est juste ça, au final. Et j'avais vu une image une fois sur Twitter, c'était un terrain d'athlétisme. Et donc, tu avais la ligne de départ, il disait, en fait, c'est le sport masculin. Et 100 mètres derrière, tu avais une autre ligne, c'est le sport féminin. Et en fait, c'était l'investissement. En gros, tu investis par exemple, si on prend l'exemple du foot, dans le foot masculin, donc c'est à un certain niveau, mais en fait, pour rattraper, tu as des années de retard. Donc, sur le plan sportif, sur le plan business, sur le plan marketing, sur le plan com. Et sur la qualité du jeu. Ouais. Parce que souvent, on se plaint. Ah ouais, mais c'est un match de foot féminin, c'est plus lent. Mais en fait, déjà, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Déjà. Ouais. Le terrain, je ne suis pas vraiment sûre que nous, morphologiquement, on soit capable de répéter les efforts autant qu'un homme. Tu ne peux pas comparer, en fait, c'est souvent ça. Comparable. Et moi, je ne supporte pas quand on compare un homme et une femme. C'est normal, parce que c'est le sport populaire, donc forcément, on va comparer. Oui. Mais je trouve ça un peu, un peu bête, en fait, de comparer l'incomparable, en fait. Ouais. C'est pas comparable, on n'est pas du tout fait de la même façon. Et en fait, juste laissez-nous jouer au foot et faire ce qu'on aime avec nos armes, quoi, en vrai. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que moi, souvent, pour travailler dans le foot depuis 10 ans maintenant, moi, j'ai commencé au Girondin et à l'époque, il n'y avait pas l'équipe féminine. C'était en 2012-2013, j'étais en stage à la com. Et je me rappellerai toujours que quand j'ai postulé pour mon stage de fin d'études après, chaque fois que je disais j'étais au Girondin, tous les endroits où je suis passée, ils me disaient « Ah, c'était l'équipe féminine » parce qu'ils se disaient que j'étais une fille, donc je pouvais que bosser sur le foot féminin. Ouais. Et chaque fois que je dis que je travaillais dans le foot, on me dit « Est-ce que tu es dans le foot féminin ou dans le foot masculin ?» Et chaque fois, je leur dis « Les deux, en fait. » Là, ça fait 1 an et demi que je bosse avec l'UEFA. Et j'ai commencé sur la Champions League féminine à être reporter et tout. Et au final, ils m'ont mis sur l'Europa League, sur les compétitions masculines aussi. Et ça, c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps, en fait. C'est comme tu es une femme, tu coaches des femmes. Ouais, c'est ça. Ou tu es un homme, tu coaches des Exactement. femmes. Exactement. Et ils n'arrivent pas à se dire qu'on peut faire les deux, en fait, que c'est juste du foot au final. Et je trouve ça pareil, bizarre. Le genre de question, moi, qu'on me pose souvent, c'est mais tu as envie ? Tu vois, alors que chez un homme qui fait du sport dans le hand ou dans le foot, tu ne vas pas poser cette question. Non. Et nous, tu vois, c'est bizarre parce que je pense que comme on fait du foot, on ne nous pose pas vraiment la question si on en vit. Parce que tu vois, le fait que le foot, après, sans dire que le handball, non, mais c'est vrai que le foot, c'est le sport populaire. Donc forcément, les gens nous pensent justement riches. Oui. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. Ils nous pensent riches en fait parce que du coup, ils font la comparaison avec les hommes et ils se disent ah ouais, t'es professionnel. Mais en fait, oui, donc nous on est là, mais non. Et c'est très marrant parce que cette question, on me la pose aussi parce que moi je suis à mon compte, ça fait 6 ans.
mais chaque fois que je vais dans des conférences et je commence à expliquer ce que je fais, on me pose toujours la question. Eh ouais. Vous en vivez? Bah, ça fait quand même 6 ans que je fais ça. Puis en plus, je le dis et je sais pas, c'est bizarre, quoi. Enfin, ma foi. Mais bon, ça va évoluer. Du coup, pour revenir sur vos différentes expériences et notamment sur ton expérience aux États-Unis, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais comment tu vas? Parce que tu as eu une grave blessure au croisé. Enfin, comment tu en es de ta rééducation actuellement? Bah là, je suis à 6 mois, je suis en rééducation à Mérignac, à côté de à côté de la clinique du sport, Medical Stadium. Mais du coup, je suis repartie dans mon club pour un peu checker, pour qu'ils checkent un peu mon genou. Et voilà. Du coup, je suis à 6 mois et tout se passe bien. Et j'espère que je vais pouvoir reprendre bientôt. Courir. Je cours, ouais. Alors, j'en peux plus déjà. Mais on est quand même content quand on recourt. Et du coup, enfin, j'avais vu le post que tu avais fait sur Insta où tu disais que tu pensais que ça t'arriverait pas. Tu as 28 ans, c'est ça? À 28 ans et que c'est ta première grosse blessure. Je sais pas dans quel cas, si tu as eu des grosses blessures toi aussi. Ou, oui, on va toucher du bois. Mais enfin, comment tu as abordé ça? Parce que ça arrive d'un coup et surtout, si tu veux expliquer ton parcours, mais tu venais d'arriver aux États-Unis quand ça... Ouais, ça faisait. Je pense aussi que ça a joué le fait que j'enchaîne 2 saisons. Parce qu'en gros, j'ai fini ma saison à Bordeaux en juin. Et j'ai eu 3 semaines. J'ai pas vraiment trop coupé. Et puis, tu sais, psychologiquement, le fait de partir à l'étranger, loin comme ça, je pense que ça a joué aussi sur ma blessure, je le pense. Comme c'est le cas pour beaucoup de sportifs qui se font les croisés, à un moment donné, il y a toujours un truc. Et moi, je sais que j'y pensais de temps en temps quand j'étais en France au croisé, parce que je voyais énormément de filles faire ça, et même les garçons. Enfin, on dit que c'est souvent les filles, mais les mecs aussi. Après Covid aussi. Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça m'arrivera jamais. On va pas y penser, on verra. Et je pense en fait vraiment que le fait de partir aux États-Unis, psychologiquement, ça a dû jouer, je pense. Après, bon, c'est sur une action. Hein. Ouais. C'est comme ça, j'aurais pu me faire ça ailleurs. Mais je pense que le fait de changer d'environnement, de ne plus être vraiment dans mon confort, je pense que ça a dû jouer. Mais non, sinon, je me porte plutôt bien. C'est au bout de combien de mois? 4 mois, non? C'est pas ça? Non, en fait, j'avais fait plusieurs matchs. Donc, je suis arrivée en cours de saison là-bas, la moitié de la saison. Et en gros, on fait une super deuxième partie de saison. On se qualifie pour les playoffs. Et quart de finale des playoffs à Houston, voilà, c'est sur un match. Et puis à la 60e minute, croisé. Donc mes copines gagnent. Donc moi je sors du terrain à la 60e, elles gagnent. Elles vont en demi, donc moi je rentre tout de suite en France pour me faire opérer. Elles vont en demi, en finale, elles perdent en finale. Mais c'est un super parcours quand même, j'étais fière d'elles. Comment ça s'est passé ton arrivée aux États-Unis? Enfin, les États-Unis, c'est quand même le pays du foot féminin. Là-bas, le foot est considéré comme, enfin, le football que nous on connaît, le soccer est considéré comme féminin puisqu'ils ont le foot américain à côté pour les garçons. Au niveau de tous les changements, de tout ce que tu as appris là-bas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou... Bah, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les stades. Déjà, c'est incroyable. Les infrastructures, les stades, l'engouement en fait. Ouais. Le spectacle, c'est un pays... je pense qu'on sait tous. Hein, Choix à l'américaine. Voilà, choix à l'américaine. Et du coup, je me disais, mais c'est incroyable en fait. Mais vraiment. Et au début, je me suis dit, bon, Claire, ressaisis-toi parce qu'il faut jouer quand même, tu vois. Tu vois, c'est bien beau de regarder les gens dans le... Tu sais, j'étais comme ça, je regardais partout. Non, feu d'artifice, truc. Enfin, franchement, ils font ça très, très bien. Et tu te sens vraiment professionnel en fait. C'est bizarre à dire, mais tu te sens pro. Et sans manquer de respect au championnat français. Tu vois, là, tu te dis, ah. Donc pendant 13 ans, j'ai joué dans le championnat français. J'adore mon pays, avec tout le respect que j'ai pour mon pays, on doit faire beaucoup mieux, et surtout avec la qualité qu'on a dans notre championnat. Et au niveau de la communication, parce qu'ils sont quand même, c'est un autre step en termes de marketing, de com, quelles sont les évolutions que tu as vues, enfin les différences que tu as vues avec la France? Bah, c'est juste incroyable, ils sont trop forts en fait. Ils m'ont fait faire des choses que j'avais jamais faites en fait. Et je me suis dit, ah, mais c'est fou. Et là, dernièrement, on a fait une vidéo, je ne sais pas si tu as vu, avec mon club, avec Kansas City, où vraiment, en fait, je me suis dit, mais je suis dans un clip en fait. C'est un clip. Mais en fait, pendant un temps, j'ai cru que j'étais une chanteuse, quoi, tu vois. Ça, j'imagine. Non, mais t'avais un vrai tournage, le mec te suit de partout, tu vois, enfin énorme. Et
quand tu vois le rendu, tu te dis, ah ouais, c'est fort quand même. Ils sont très forts. Et au niveau de l'adaptation, parce que quand tu es arrivé, déjà, c'est pas ta langue. Comment tu as fait pour t'adapter? Est-ce que ça a été un peu dur au début ou ça allait assez vite quand même? Alors, Tu veux qu'on la fasse en anglais du coup? non, yeah. Non, alors quand je suis arrivée, j'avais un niveau très scolaire et j'ai pas peur de le dire. Je me suis dit, ça peut être cool parce que en vrai, Mais c'est trop bien. voilà. T'apprends d'autres. Et je me suis dit, ça faisait. Et je pense aussi, tu vois, que le fait d'être stressé, je pense pas, je vais pas tout remettre là-dessus, mais je pense que tu dois te concentrer pour parler anglais, il faut que tu apprennes, il faut s'adapter, machin. Et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, eh ben, peut-être pour ça ma blessure, tu vois, je me pose la question, je me dis, c'est quand même bizarre, tu vois. Parce que tu as beaucoup de données qui arrivent de partout. Oui, tu voilà. t'es concentré sur plein de choses. J'ai tellement à la de fois, choses, voilà. Et à un moment donné, en fait, eh ben, je pense que ton corps, en fait, te dit, dit, stop. en fait, Claire, Arrête de parler là, anglais. c'est too much. Tu vois, c'est too much, imagine. Non, et Parle en ch'ti, mais une fois, j'ai voulu parler en ch'ti, mais je pense que c'était compliqué. Mais je leur Elles parle auraient- ch'ti des fois. Ah ouais? Ouais, c'est marrant. Elle te regarde comment? Bah, en fait, elles pensent que c'est du français, en fait. Ah, Tu vois, elles se disent que tout le monde parle comme ça, en fait. Donc, c'est marrant. Mais en général, ils aiment bien les Français en plus, les Américains, ils sont plutôt cool. Ils aiment bien. Après, ils nous critiquent quand même pas mal. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu dis quoi du coup? Ah, ils sont pas fans. Ah ouais? Ouais. Et bah, ils aiment bien les Français, mais ils critiquent souvent notre état d'esprit. Ah, on est râleur, non? C'est Ouais, pas ça? on est râleurs. Ouais. Ah, ils m'ont même dit un truc chiant d'ailleurs, et j'étais un peu dégoûtée. Ils disaient qu'on sentait pas bon, genre. Oui, dernièrement, j'en ai entendu parler de cette histoire. Et le mec me dit ça, et je Qu'on dis, mais était comment sale. ça, on sent pas bon? Ouais. J'ai dit non. Et au niveau de la nourriture, comment ça s'est passé? Parce que quand même, je suis partie suivre l'équipe de France pour l'Euro en Angleterre. J'ai fait un mois en Angleterre. Je me suis dit, en fait, j'ai réalisé, c'était ma première expérience à l'étranger, à quel point on est bien en France. Et je me suis dit, mais la nourriture, La France. Et ben attends, t'es allé en Angleterre, mais va aux États-Unis. mais tout est 10 fois. Enfin, t'as des exemples comme ça à nous donner? C'est fat en fait. Tu Bah vois. oui. Et ça donne pas vraiment envie, tu vois. Et plusieurs fois, moi, je suis un peu. Ça va, nous, tu sais, dans notre truc d'entraînement, on a un chef en fait qui cuisine pour nous des repas jet. Oui, j'allais dire, c'est adapté quand même. Ouais, parce que sinon, si à mon avis, ça serait compliqué. Mais en fait, c'est totalement une autre culture. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pour ça. Nous, tu sais, on est là, on dit petit-déj, déjeuner, dîner. Ouais. Mais eux, bah non. Bon, bah t'as faim, tu manges, tu vois. Et du coup, toi, t'es au Kansas. C'est comment le Kansas? Parce que c'est peut-être pas les images qu'on a, nous, de New York, de Los Angeles et tout. C'est, Ah non, rien à voir. Bah justement, en fait, là, je suis dans le cœur en fait du pays, et bah c'est plutôt intéressant en fait parce que du coup, tu vois pas, tu vois les trucs où, enfin les endroits comme New York, Los Angeles, machin. Là, je suis vraiment, tu vois, il y a des pêcheurs, des chasseurs, tu les vois, tu vois arriver avec des énormes voitures. Enfin, c'est incroyable. En vrai, moi, je me suis. comme dans les films, ouais. En fait, c'est comme dans les films. Et moi, je me disais, mais c'est quand même fou, je me suis retrouvée là, tu sais, petite Française de Calais, tu sais. Mais c'est marrant. Du coup, tu as rencontré d'autres sportifs français, peut-être, qui sont aux États-Unis ou sportifs? Non, pas Kansas City. Ouais. Il y a personne. Non, il n'y a pas. Tu es la seule Française à Kansas. Mais j'ai pas eu l'opportunité de croiser. Il y a un joueur français dans l'équipe de Kansas City. Et il y a un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, un jeune, Amadou Traoré, ouais, qui a signé à Kansas City aussi. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore vu parce que du coup, j'ai un peu fait France-États-Unis, et du coup, je ne l'ai pas encore revu, mais je vais le voir. Et une dernière question par rapport aux États-Unis, au niveau tu vois, des entraînements, tout ça, quelles sont les différences que tu as vues avec la France? Des installations, enfin des trucs qui t'ont marqué, que tu n'avais jamais vu en France ou... Le choc, en fait, là-bas, c'est vraiment... En fait, tu te sens vraiment pro, en fait. C'est les infrastructures, tout va bien, les équipements, les chaussures, les crampons, les baskets. T'en as plus, t'as un petit trou dans ton crampon, on te ramène des crampons, Ouais. tu vois. C'est, il me faudrait une paire de crampons, s'il te plaît. Ben, elle arrive, le lendemain, t'as ta paire de crampons sur les vestiaires, incroyable. Le terrain, voilà, c'est ce terrain-là. Moyen Ouais, ils ont de pu- par l'engouement, comme tu as dit. Ouais, je suis qu'il y a d'accord. là-bas. Mais à la base, ça coûte quand même extrêmement cher, tu Mm. vois, de créer. Tu vois, c'est des anciens. Moi, mon équipe, tu vois, c'est Patrick Mahomes, le footballeur américain, le quarterback. C'est incroyable. À Los Angeles, c'est Nathalie Portman. C'est des gens, en fait, Ouais. c'est des stars, en fait. Et
ils mettent de l'argent pour les filles au foot. Et ça, c'est exceptionnel. C'est comme si nous, en France, on avait un acteur qui se mettait à mettre de l'argent dans le sport féminin. Angel City, j'ai fait un épisode sur mon podcast parce que là, on filme en vidéo, mais ça sera diffusé aussi en audio sur le podcast. J'ai fait un épisode dédié à Angel City pour expliquer un peu le succès en fait, de ce club qui a été fondé par des stars hollywoodiennes. Donc il y a Nathalie Portman, Eva Longoria, etc. Serena Williams, Alexis Ohanian, son mari. Et en fait, au bout d'1 an, le club il a déjà une valeur de 100 millions de dollars. Et ils ont réussi à récupérer 43 millions de dollars de partenariat. C'est juste incroyable. Parce qu'ils sont situés à Los Ah non, mais Angeles. ils sont trop bons. Ah ouais. Donc, du coup, un autre sujet, on va passer au sujet de l'équipe de France. Vous avez toutes les deux ce point commun d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Ça représentait quoi pour vous de porter ce maillot? Et l'année prochaine, il y a les JO de Paris 2024. Comment vous vous projetez par rapport à ça? Vas-y. Alors, moi, ça va être. Enfin, je suis plus internationale et je l'ai été une fois avec l'équipe de France A. Mais tu l'es à vie. Oui, oui, oui. Non, mais c'était un passage. J'ai participé à la préparation du mondial. Et pour moi, ça a été un peu une fierté, mais aussi, comment dirais-je, un peu une petite victoire un peu pour moi-même. Parce que ça s'était pas très bien passé dans mon ancien club, par mon vécu personnel en tout cas. Et quand j'ai changé de club, j'ai fait quelques mois et puis j'ai été sélectionnée. Et ça a été pour moi un peu une sorte de victoire. Mais voilà, j'ai savouré ce moment, j'ai pris ce qu'il y avait. C'est vrai que l'équipe de France, tu l'as toujours en tant que sportif dans la tête. Alors, à un moment donné, c'est un peu tes objectifs, tes ambitions donc personnelles. Mais voilà, c'est toujours une fierté. Et mine de rien, tu vois comment ça se passe et tu apprends beaucoup de choses aussi. Donc, je suis revenue à bloc, en tout cas. Et toi, du coup, Claire? Ah, moi, c'est une longue histoire. Non. C'est peut-être pas fini, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est bien pour ça que j'ai dit c'est une longue histoire. Non, c'est... c'est tellement bizarre, en fait, le ressenti que j'ai pour l'équipe de France, en fait. J'ai été en équipe de France très jeune. J'ai fait les U16, U17, U19, U20. Et ensuite, après la Coupe du Monde U20, je vais en équipe de France A avec Philippe Bergerot. Donc j'ai 20 ans. Je suis jeune, donc je quitte Montpellier pour aller à Lyon. C'était un peu la période où, bah ouais, t'es jeune. Mais c'est ça. Voilà. Donc je joue pendant 4 ans, donc je fais les JO à... Non, je commence par la Coupe du Monde au Canada, les JO au Brésil et l'Euro aux Pays-Bas. Et ensuite, je ne sais pas la raison, je ne suis plus appelée pendant 4 ans. Frustration, forcément, parce que oui, c'est sûr. de voir... je voyais les filles partir et tout. C'était trop compliqué, c'était frustrant parce que je n'avais pas l'impression d'avoir perdu de mon niveau. Loin de là, je me trouve encore mieux que quand j'étais plus jeune. Je me trouvais plus affûtée. Et puis beaucoup plus intelligente aussi dans mon jeu parce que du coup j'avais mûri. Tu as gagné en expérience. J'ai gagné en expérience et du coup je trouvais ça hyper frustrant. Et ça a été une raison pour laquelle je suis aussi partie aux États-Unis pour éviter en fait de trop y penser, d'être trop frustrée chaque jour en fait. Surtout qu'il y avait des filles de mon équipe qui y allaient donc du coup qui jouaient un peu moins que moi et qui étaient parfois remplaçantes. Donc là c'était vraiment un coup de massue. Ouais. Et donc, non, mais par contre, l'équipe de France, moi, ça a été un rêve et une fierté incroyable. C'était exceptionnel. Bah oui. Les JO, incroyables. La Coupe du Monde, n'en parlons même pas. C'était exceptionnel. Et j'ai été frustrée très longtemps. Et je m'en suis voulu, en fait, parce que je me suis dit, bah, en fait, tu sais, c'est pas une fin en soi. Hein. Si tu connais ton niveau et que bah, tu n'y es pas, ou que bah, c'est la vie, tu vois. Oui, mais tu te remets toujours en question. Ouais, je me remettais en question. Je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis en soi, en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais rien fait de mal, en fait. Et que c'était un choix et que c'était comme ça. Aujourd'hui, oui, ça a changé de sélectionneur et forcément, je l'ai dans un coin de la tête. Malgré ma blessure, je me dis oui, s'il y a la Coupe du Monde cet été, il y a Paris 2024 l'année prochaine. Bah oui. Et ce serait incroyable. Ce serait, Enfin, c'est quand même...
c'est une fierté, quoi. Et je pense que c'est une fierté pour moi, pour mes proches, pour tout le monde, en fait, et aussi pour tous les sacrifices qu'on a pu faire. Ça amène aussi, ouais. Et ça amène, en fait, une fierté dans le sens où ben, tu te dis, bon, bah, j'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Parce Ouais, que c'est cool de exactement ça. représenter son pays. Oui, il y a une image qui m'a marquée longtemps, c'est le but que tu avais mis à la Coupe du Monde qui avait fait le... Ah. Je sais pas, mais le but que tu avais mis qui a fait le tour du monde, parce que j'allais passer justement sur l'utilisation des réseaux sociaux, tu avais mis un but au Canada qui avait fait le tour du monde, qui avait été viral. Comment vous utilisez les réseaux pour être en contact avec votre public? Et puis toi, maintenant que tu es aux États-Unis, j'imagine que les supporters aussi sont très engagés sur les réseaux aussi là-bas. Enfin, comment vous utilisez les réseaux? Moi, j'utilise un moyen pour aussi communiquer, pour représenter aussi mon club. Parce que aujourd'hui, les réseaux, c'est un moyen aussi de montrer ce que peut être le handball, ce que représente mon club, ce que représente puis même ma vie aussi. Après, ça dépend des gens, mais moi, je l'utilise surtout pour ça. Après, j'ai pas beaucoup non plus de followers. C'est pas ça le plus important. Oui, mais je veux dire, un compte qui a plus de public, entre guillemets, va toucher plus de choses. Oui. Donc voilà, mais moi, c'est plus pour ça que je l'utilise. Okay. Je trouve que c'est aujourd'hui un bon moyen de véhiculer un message ou une com, tout simplement. Alors moi, je l'utilise pareil, en fait, dans le but de donner des nouvelles, que les gens puissent me suivre, malgré le fait que je sois aux États-Unis. Non, en vrai, je trouve que Instagram, c'est pas mal parce que du coup, tu peux... Après, oui, il y a Twitter et tout. J'utilise un peu moins Twitter. Et TikTok, par contre, non, j'y suis pas. Trop de travail. Instagram, au final, on peut juste mettre une petite photo et tout, c'est cool. Non, moi, je trouve que c'est vraiment pour donner des nouvelles, pareil. Ouais. Et, parce que oui, les gens qui te suivent, forcément, il leur faut du contenu. Et c'est important de leur dire où j'en suis par rapport à ma blessure. J'essaye de temps en temps de mettre des petites vidéos pour suivre, quoi. Donc, justement, j'étais tombée sur ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de trouver des interviews dans le sport féminin, beaucoup plus difficile que dans le sport masculin, parce que quand je fais des interviews, je vais toujours voir les anciennes. Et je suis tombée sur une ancienne interview que tu avais fait une ancienne vidéo sur YouTube que tu avais fait avec ton frère, mais il y a 6 ou 7 ans. Et du coup, tu disais que plus tard, tu aimerais travailler peut-être Alors, tu as parlé de kiné, tu as parlé de travailler dans la communication aussi, sur ton après-carrière. Est-ce que ça a changé? Bah alors, j'ai toujours envie d'être kiné, mais j'ai un peu moins envie de retourner à l'école. C'est compliqué. C'est un gros problème. Il va y avoir un souci là. Non, j'ai toujours envie d'être kiné, mais bon, voilà. Après, je me dis pourquoi pas rester dans le... Et tu parlais de coach aussi. Ouais, pourquoi pas rester dans le foot. En fait, je suis passionnée, donc j'aime trop le foot. Ouais. Donc le problème, c'est ça, c'est que je me vois pas faire autre chose en fait. Et j'aimerais, je sais pas moi, devenir coach peut-être au début avec les enfants et même comme à Clairefontaine, un pôle comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui, former en fait. Des jeunes. Je trouve ça hyper intéressant de former des ados en fait, parce que je trouve que c'est à ce moment-là en fait où vraiment vraiment après tu as des valeurs et tout ou pas. Et il y a certaines filles que j'ai pu connaître qui n'ont pas réussi par rapport parce que leur coach ne les a pas vraiment aidés. Et je trouve qu'à un moment donné, en tant que formateur ou coach, on a vraiment, je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer en fait, sur le développement de la joueuse, quoi. Moi, je trouve que c'est l'un des rôles le plus important quand tu es jeune. Personnellement, ouais. C'est ça qui peut faire un tournant aussi dans une... Je trouve que tu deviens aussi la joueuse que tu es par rapport à qui tu es, forcément, à tes qualités, mais aussi par rapport à ton environnement. Bien sûr. Et des fois, il peut y avoir des entraîneurs... qui peuvent t'enfoncer, entre guillemets. Donc, c'est soit tu as la tête pour rebondir et te dire « Ah ouais, ok, je vais te montrer », soit ça t'enterre. Moi, je connais des joueuses qui ont été dégoûtées du handball parce que se sont retrouvées au mauvais endroit. Et d'autres qui se sont retrouvées au mauvais endroit, qui ont été dégoûtées du handball. Il y en a qui ont arrêté, d'autres qui ont rebondi ailleurs et qui vivent leurs plus belles années. Donc, je trouve que ça dépend de plein de facteurs. Justement, est-ce que vous avez que ce soit des coachs ou d'autres sportifs, athlètes qui vous inspirent et qui sont des inspirations pour vous? Alors, j'ai pas forcément un athlète ou un sportif en particulier, mais moi, c'est plus
qui m'inspire, en tout cas chez les sportifs, c'est plus, on en parlait, c'est les sportifs qui subissent des coups d'arrêt par rapport à une longue blessure, par rapport à un burn-out. Il y en a eu beaucoup après les JO aussi. Et en fait, qui reviennent et qui sont meilleurs au même niveau, une capacité voire à rebondir. meilleurs en fait, ou qui rebondissent ailleurs, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont vécu des difficultés. Parce que quand tu es blessé, mine de rien, tu es quand même mis de côté. Bien sûr. Et c'est vrai, tu n'existes plus trop parce que ton club, ils ont d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Il y a un championnat, ou d'autres entraîneurs qui vont te dire ouais, mais est-ce qu'elle va revenir? Ou il va revenir à son niveau. Il y a toujours ces trucs-là. Et moi, c'est plus ça qui m'inspire. Cette faculté à rebondir et à être meilleur et malgré toutes les difficultés, tu vois. Voilà. J'avais vu quelque part que une de tes inspirations, c'était Zidane. Ouais. C'est toujours le cas? Oui, après, c'est quand j'étais jeune, mais c'est vrai que oui, j'adorais sa façon de jouer. Et quand j'étais plus jeune, j'essayais de faire comme lui, tu vois. Et des fois, de temps en temps, j'essayais de faire comme lui, des petites roulettes et tout. Moi, c'était avec Anita Gorbic. C'était une demi-centre hongroise. Ah ouais? Ah ouais, c'est trop fort. Après, ouais, je connais pas trop. Moi, je la regardais jouer, j'essayais de l'imiter, j'essayais de faire... Enfin, t'essaies. Bah ouais, en fait, t'essaies de faire pareil. Référence, ouais. Et moi, ma référence, elle est masculine. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Ouais. T'avais pas... l'équipe féminine, elle n'était pas... Si, il y avait Marinette Pichon. Ouais. Je connaissais Marinette Pichon. Mais sinon, je ne connaissais aucune autre joueuse. Donc c'est là aussi qu'on voit l'évolution. Bah c'est ça, mais c'est aussi pour ça que les gens ils se déplacent dans les... Enfin moi ce que je disais, pourquoi après la Coupe du Monde 2019 il n'y a pas eu forcément... Enfin ce que je dis toujours, c'est pourquoi il n'y a pas eu forcément d'impact dans les stades, c'est qu'au final il n'y a pas forcément eu plus de... Alors maintenant ça a évolué, mais il y avait un manque je pense d'investissement dans la communication et stratégie marketing des clubs et de la ligue plus généralement, ce qui fait que ils n'ont pas essayé de construire des communautés et donc, ok, il y avait des abonnés, mais c'était juste des abonnés, des followers sur les réseaux, c'était pas forcément des supporters et des gens qui suivent vraiment. Et c'est ça qu'il y a besoin en fait d'avoir beaucoup d'informations, des comptes dédiés pour les équipes féminines, pour avoir plus d'informations sur les joueuses, les suivre, voir leur personnalité, etc. Que ça construise un truc et que les supporters, même les plus jeunes, puissent s'identifier et ça leur donne envie d'aller au stade en fait, tout simplement. Donc, mais ouais, pour revenir sur Zidane, moi j'avais eu la chance quand j'étais en stage au Girondin d'interviewer parce qu'en fait il avait passé ses diplômes au Hayan et il était venu à l'époque, il était au centre, le centre de Limoges. Il faisait j'allais dire ses études, mais il passait son diplôme et donc il était venu au Hayan passer son diplôme et final. Et à l'époque il nous avait dit, je sais que je ne suis pas un grand communicant, mais en gros, je sais dire le minimum, mais le plus important aux gens dans un vestiaire. Et je sais que je suis fait pour entraîner. Ça m'avait vraiment marqué, ça, parce qu'après, il fait chaque fois que je voyais, il gagnait la Champions League et compagnie. Il a vraiment un charisme. Je ne sais pas si tu l'avais déjà rencontré. Ouais, je l'ai rencontré à Clairefontaine. Je voulais faire une photo toute seule, mais il était un peu pressé. Il a fait une photo en deux groupes. Mais non, j'ai pas pu le rencontrer. J'ai rencontré ses enfants. À l'aéroport un jour, ses fils. Il y a un de ses fils, en fait, je parlais avec lui et c'est trop marrant, en fait, tu vois, je parlais avec lui, donc il y avait l'équipe de France U16 des garçons et lui faisait partie de cette équipe et moi j'étais en U19. Et je le voyais, je me disais, mais il ressemble trop à Zidane. mais il lui ressemble vraiment, c'est Lucas Zidane, c'est le gardien de but. Et là, mais gamin, tu vois, genre 15 ans, et on discute et tout, machin, et en fait... il me suit sur Instagram après, tu vois. Et je vois Lucas Zidane. Ah, bah oui. Et là, j'étais, mais c'est incroyable, tu vois. Et après, sans pour autant être fan du gamin, pas du tout. C'est juste parce que c'était le fils de Zidane. Et non, oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé Zidane. Et j'ai adoré sa façon de jouer. Il représente beaucoup aussi dans le milieu du foot, même ce qu'il dégage. Il a un charisme incroyable. Oui. Mais quand il rentrait... Moi, je sais quand je l'avais interviewé, donc à l'époque, ils avaient pris ça en média training. C'est-à-dire que tous les autres qui passaient les diplômes, il y avait Sagnol, il y avait d'autres et des anciens, ils s'étaient mis en arc de cercle et nous, on faisait l'interview. Donc, il y avait mon responsable de com, Cyril, que tu dois voir qui c'est, Cyril, Julien, et il y avait Alain Baudron qui était à la radio. Et donc, on posait les questions. Et en fait, ils étaient tous les autres en arc de cercle et ils nous regardaient, ils prenaient des notes. Et... quand il est arrivé, ça a duré 40 minutes, je crois, l'interview avec toutes les questions et l'arrivée. Mais en fait, il a un charisme. Quand il rentre dans la pièce, ça fait... Ouais. Même quand il te parle,
Moi, à la base, je suis du sud-est et en fait, j'ai repris l'accent parce que quand il parle avec son accent marseillais, j'étais là. C'était non, mais enfin, il est vraiment inspirant. Et puis il échange. Enfin, je sais qu'à la fin, il a échangé avec nous. Il nous a demandé ce qu'on faisait, dans quel service on était. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de top. Du coup, pour terminer, votre lien avec Bordeaux, en quoi c'est une ville qui est importante pour vous? Parce que du coup, tu es passé par Bordeaux. Toi, tu es, Bordeaux globalement parce que tu es à Mérignac, mais la région, en quoi c'est? Tout simplement parce que je suis née dans cette région-là et que Bordeaux, parce que mine de rien, comme je suis partie à 14 ans, j'ai vécu pas mal d'années sur Bordeaux avant de partir au Havre. Je suis partie à 23 ans, donc 9 ans sur Bordeaux. Et puis voilà, c'est là où, entre guillemets, j'ai fait toute mon adolescence. Ouais. J'ai vécu plein de choses. Et quand je suis revenue, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs en fait. Et puis j'étais habituée. Et Bordeaux, mine de rien, on y vit bien. Donc je trouve que c'est une ville à sa taille. C'est ni trop grand, ni trop petit. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis pas loin de ma famille, pas loin de l'Espagne, pas loin de l'océan. Et je peux vivre de ma passion en dehors. Donc c'est le combo parfait. Oui, c'est clair. Moi, Bordeaux, alors Bordeaux, il faut que je vous raconte quelque chose. C'est que quand Ulrich Ramé m'appelle pour venir jouer à Bordeaux. Et j'ai adoré Montpellier, moi. J'ai adoré vivre à Montpellier. Donc j'ai joué à Montpellier, Lyon et Bordeaux. Et Fleury, 6 mois, région parisienne. Et du coup, il me dit, ouais, et tout, Bordeaux. Donc tout le monde me dit, ouais, Bordeaux, c'est l'océan, t'inquiète et tout, c'est trop bien. C'est un peu comme Montpellier, machin. Ouais. Ah, ben oui, hein. Et là, il me dit, non, ils m'ont pas dit qu'il pleuvait, ils m'ont surtout pas dit que l'océan était à 45 minutes. Ben oui, ils ont. Parce que moi, je m'attendais à ce que l'océan, tu Comme à t'entraînes et Montpellier, l'océan. quoi, oui. Ouais, comme à Montpellier. Genre, tu finis l'entraînement, tu vas pas à la Vasse les Flots, tu vois, t'es à 10 minutes. Ah non, 45 Non. minutes, d'accord, très Et bien. ouais. Et la pluie aussi, on m'avait pas prévenu. Mais par contre, je te rejoins, c'est une super ville. J'ai adoré jouer ici, vraiment. Et d'ailleurs, si je reviens en rééducation ici, c'est que. Oui, ça m'a plu. J'ai adoré le club, j'ai adoré la région, la ville. Et comme tu disais, ouais, c'est ni trop grand ni trop petit et c'est parfait, quoi. Moi, je suis née à Montpellier pour l'anecdote et quand je suis arrivée, j'avais 18 ans quand je suis arrivée à Bordeaux et je me suis dit, bon, c'est bien, c'est quand même, c'est vers le bassin d'Arcachon, pas loin de la mer aussi. Donc, je savais que c'était à 45 minutes, mais en fait, j'avais pas saisi le truc de la pluie et quand je suis passée du sud-est au sud-ouest, je me suis dit, ah, mais il pleuvait tout le temps. Et moi, j'étais habituée, il pleuvait une fois tous les 3 mois, là. C'est vrai que c'est un truc qui m'a... Et puis, toutes les expressions des Bordelais aussi. Genre, chocolatine, abado, poche et tout. Ah là là. Chocolatine, non merci, s'il te plaît. Mais non, mais ça m'a vraiment marqué. En fait, ils ont tellement d'expressions et quand tu viens d'une autre région, tu te rends compte à quel point il y en a beaucoup, quoi. Enfin... Poche, c'était... alors, chocolatine, bon, à la limite, je connaissais, tu vois. Mais quand on m'a dit poche... Eh ben quoi? Vous voulez une poche? J'ai dit, mais comment ça, une poche? Et j'ai dit, c'est quoi? Et on était à Zara avec ma mère et elle me dit, vous voulez une poche? On a dit, c'est quoi? Et du coup, c'était marrant parce qu'on était là, nous, voilà. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit jamais je dirais gavé. Et tu le dis. Ah ouais. Moi, dans le sud, gavé, c'était... Gavé dans le sud. Ça t'a gavé, quoi. Ah, oui, ben, chez moi aussi, c'était ça. Chez moi, ça m'a gavé. Ouais, ça m'a gavé. Ouais. Voilà. Mais non, là, c'est gavé bien, c'est gavé, c'est... Voilà. Dans le sud-est, c'est aussi énormément d'expressions. Mm.